Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour la famille, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô parlons jeunesse. Je téléphonerai à Aude Lanier, créatrice des Happy Ateliers, Speak It, atelier d'initiation à l'anglais pour les enfants dès 1 an. Dans la rubrique À vos agendas, je recevrai Alexandre Devoguet pour nous parler de l'événement Les Jeux de la Fontaine, le Styx, rivière des Enfers à découvrir à Vaux-le-Vicomte, château qui fête cette année 50 ans d'ouverture au public. Je me suis également rendu au Maïf Social Club pour découvrir l'exposition Attention Intelligence. J'ai rencontré à cette occasion Chloé Tournier et je vous parlerai de la 2e édition du festival Les Doigts dans la Prise au Cirque Électrique. Dans la rubrique Invité, je recevrai Frédéric Fapani-Volantringen, président international de l'ONG CNRJ pour en savoir davantage sur le prix mondial de l'humanisme de la jeunesse qui aura lieu en janvier prochain en Macédoine. Et enfin, musique avec un duo à la vie comme à la scène. 21 juin, c'est le titre de leur duo et de leur EP, une interview exclusive à découvrir en fin d'émission. Alors la famille Que faire des mômes, c'est votre émission. Comme des centaines d'auditeurs le font déjà, n'hésitez pas à partager avec nous vos idées sorties et bons plans à faire en famille. Par exemple, si vous avez visité un superbe musée avec vos enfants, si vous souhaitez nous donner votre avis sur un spectacle ou un film, c'est possible en utilisant le hashtag LaFamilleQFDM. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter et à commenter les articles sur le blog quefairedesmômes.fr. Tout de suite, rien que pour vous, en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô parlons jeunesse. Que faire des mômes? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Aude Lanier. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour, Aude Lanier? Oui, bonjour. Oui, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Bonjour Eric. Vous êtes créatrice des Happy Ateliers Speak It, atelier d'initiation à l'anglais pour les enfants dès 1 an. Vous proposez une méthode unique. Alors, pouvez-vous nous en dire davantage sur cette méthode? On propose des ateliers pour les bébés à partir de 1 an et les enfants jusqu'à 10 ans. En fait, on s'est inspiré du meilleur des pédagogies actives où, en fait, l'enfant est au centre de l'apprentissage et c'est lui, en fait, qui dirige un peu la manière dont il veut apprendre et découvrir l'anglais. Oui. Donc on applique donc ces activités dites actives qui sont immersives également, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'atelier commence, l'enfant est baigné dans de l'anglais. Et bien sûr, c'est hyper ludique et hyper fun, donc on essaie vraiment de cultiver l'amour de la découverte des langues et du monde en général auprès des enfants. Comment on peut apprendre à un enfant de 1 an qui ne sait pas parler, comment peut-on lui apprendre l'anglais? C'est possible, hein? Oui, alors en fait, on sait que les enfants, en fait, les bébés notamment, commencent à apprendre à écouter et donc à parler à partir du moment où ils sont dans le ventre de leur maman. Et c'est une de leurs activités principales, c'est apprendre à communiquer. Donc en fait, le fait de parler distinctement, de faire des mots, ça arrive vers entre 2 et 3 ans, mais c'est vraiment la dernière étape du processus. Le processus commence très très tôt. Et on sait en fait que le cerveau des bébés est vraiment formé à ça, à apprendre toutes les langues possibles et imaginables. Et d'ailleurs, le bébé naît en étant équipé pour apprendre et répéter n'importe quel son de n'importe quelle langue de la Terre. Et du coup, les enfants perdent en fait cette capacité à entendre et répéter certains sons au fur et à mesure qu'ils grandissent et qu'ils sont baignés dans une seule langue. Mais on peut cultiver ça et garder entre guillemets ces chakras ouverts très longtemps si on baigne les bébés dans un bain immersif avec plusieurs langues. On apprend plus vite lorsqu'on est petit, c'est vrai ça? Alors tout à fait, parce qu'encore une fois, le cerveau des enfants est vraiment câblé pour ça, pour apprendre à communiquer. On sait qu'en plus, être baigné dans plusieurs langues, il y a vraiment des bienfaits cognitifs. En fait, on peut se dire, bah oui, mais si je fais qu'1 heure d'anglais par semaine, ça sert à rien, mon enfant ne sera pas bilingue. Et bah si, parce qu'en fait, on sait que les enfants qui sont baignés dans plusieurs langues, ils développent des capacités cognitives supérieures en termes de résolution de problèmes,
ils sortent plus facinement de leur zone de confort. Ce sont des enfants qui s'adaptent mieux. Quelles sont les méthodes que Speak It propose pour apprendre l'anglais ? Donc en fait, on a des activités très ludiques. Donc le but principal, c'est qu'un enfant se sente bien et crée en fait un lien positif avec l'anglais. Parce qu'on sait qu'après, forcément, il y a toujours un moment où il faut apprendre de la grammaire, des listes de vocabulaire. Ça, on le fait. Ça peut être un petit peu rébarbatif. Donc c'est important que les enfants se projettent dans quelque chose de ludique et qui va leur donner accès à plein d'informations et par exemple à l'idée du voyage, de rencontrer des gens à l'extérieur, sortir de leur pays. Rien que l'idée qu'il y a un pays à l'extérieur de leur pays, une ville, enfin des gens qui ne parlent pas la même langue, on va essayer vraiment de les projeter là-dessus pour qu'ils aient une sorte de motivation et qu'ils soient vraiment axés sur la découverte. Donc on va faire beaucoup de jeux de groupe, on travaille beaucoup la motricité pour les bébés et pour les plus grands. Donc on va faire des jeux au sol, des jeux de groupe, des jeux de questions-réponses pour les plus grands. Le but c'est vraiment de développer l'oralité et la compréhension orale du coup des informations qu'on leur donne. On passe pas du tout par la traduction parce qu'on veut que les enfants deviennent des petits détectives et sachent s'en sortir quand ils ont accès à une information qu'ils ne comprennent pas. On leur donne des petites astuces, des indices, on leur montre des objets, on leur montre des photos, des images, des gestes, beaucoup de mimes pour qu'ils apprennent à comprendre par eux-mêmes. Ils sont vraiment au centre de leur apprentissage, ils sont acteurs de l'apprentissage. C'est très valorisant pour les enfants parce qu'ils ont l'impression de faire eux-mêmes et pas qu'on les gave avec de l'information qui n'est pas très intéressante pour eux. Donc chez Speak It, vous respectez des engagements, vous le disiez il y a quelques secondes. Alors déjà, il n'y a pas d'écran, tout se fait en live. Voilà, alors nos engagements auprès des familles, c'est vraiment pas d'écran parce que en dehors des recommandations des médecins, etc., sur l'exposition des enfants aux écrans, donc nous c'est un engagement très fort chez nous, il n'y a aucun écran. On sait que pour bien apprendre, il faut ressentir de l'émotion. L'émotion, elle ne se fait que s'il y a de l'interaction. C'est-à-dire que vous vous rappelez de bons moments parce que vous avez interagi avec quelqu'un, vous avez passé un bon moment. Donc, l'idée, c'est d'apprendre avec une émotion positive. Et pour ça, c'est de l'interaction. Donc chez nous, pas d'écran parce qu'on veut de l'interaction en live. Immersif parce qu'on veut encore une fois que les enfants se débrouillent et deviennent acteurs de leur apprentissage. Donc pas de traduction. Oui. Beaucoup de bienveillance. C'est-à-dire qu'on va beaucoup valoriser les acquis, valoriser les enfants. Ça peut être au travers d'un comportement en atelier qui va être ouvert aux copains, il va aider les copains, aider le teacher, etc. Ça peut être au travers d'un apprentissage de mots ou d'activités. Et enfin, c'est des petits groupes, c'est des groupes de moins de 10 enfants qui permet vraiment, encore une fois, une interaction maximum avec le teacher. Alors vous proposez des ateliers hebdo, des stages de vacances et des ateliers à domicile. Comment se déroulent les ateliers ? Eh bien, en fait, on propose aux parents, donc aux familles, de venir une fois par semaine. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les ateliers hebdomadaires sur un créneau horaire de 60, 90 ou 120 minutes. Donc ça peut être un format le mercredi matin ou samedi matin, après l'école. Voilà. Après, on essaie de proposer des choses assez flexibles selon les personnalités des enfants. Ensuite, on a des stages qui sont soit à l'après-midi, donc ça va être par exemple le samedi après-midi, ça va être un stage de 3 heures, où on va découvrir une thématique comme Star Wars ou faire une chasse aux œufs de Pâques, ce genre de choses. Et enfin, ça peut être un stage vacances qui est là plus long, ça va être en demi-journée sur une semaine. Voilà, donc ça va être l'équivalent de 15 heures d'anglais dans la semaine. Alors vous proposez également des ateliers à domicile, hein ? Oui, en effet, on s'est retrouvé assez rapidement confronté aux problèmes logistiques des familles, mais je pense qu'en étant maman, je le comprends tout à fait. C'est-à-dire que c'est toujours difficile d'être disponible pour un atelier en périscolaire, même si nous proposons d'aller chercher des enfants à l'école pour nos ateliers, mais c'est quand même relativement limité. On peut bénéficier d'un atelier Speak It à domicile pour 1 à 2 enfants. Enfin, ça peut être une fratrie ou des copains, des copines qui se mettent ensemble pour faire un atelier à domicile chez une des familles. Et dans ce cas-là, c'est plus souple parce qu'on peut choisir un horaire qui correspond. Ça peut être le week-end, voilà. Donc ça permet de pallier à parfois ces problèmes logistiques qu'on peut avoir quand on est parent. Et quelle est la durée d'un atelier, par exemple, à domicile ? Ça peut être entre 1 heure et 1 heure et demie selon l'âge et la volonté des familles et les personnalités des enfants.
Oui. Voilà, on va proposer entre 1 heure et 90 minutes d'atelier. Et quel est le tarif ? Alors les tarifs, aujourd'hui, on part sur 490 € pour un pack de 10 heures d'atelier. Oui. Et on peut bénéficier en partie des réductions d'impôts par rapport aux interventions à domicile. De quel constat est née cette idée ? Quand on voyage et quand on est confronté à nos amis européens, on s'aperçoit vite que les Français, on n'est pas très bons en anglais, mais je pense que ça c'est assez connu. Oui. Il y a pas mal d'études qui montrent qu'on n'est pas très fort en langue étrangère en général en France, en Europe. Quelles sont selon vous les raisons pour qu'en France nous avons tant de mal à nous mettre aux langues étrangères ? Je pense que déjà il y a un peu de fierté de notre culture et de notre langue locale, mais ce qui est très très bien, je pense que c'est pas du tout contradictoire, mais c'est vrai qu'il faut aussi, je pense, éduquer nos enfants au fait qu'il y a un monde extérieur et qu'on peut très bien parler plusieurs langues et tout en étant très fier de sa culture. Après c'est vrai qu'on mâche beaucoup le travail au français entre guillemets avec tout ce qui est doublage. En français, ça pousse pas forcément à découvrir aussi d'autres choses. Mais en dehors de la langue, je dirais, il y a la langue en soi, mais il y a aussi tout. La langue, c'est la porte ouverte vers d'autres cultures. En fait, quand on commence à découvrir une langue, on a envie de s'intéresser à l'histoire, au pays, aux habitudes. Et je pense que en dehors de le côté pratique d'apprendre l'anglais, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est tout ce bagage culturel qu'il y a autour. Qui peut être des États-Unis ou de l'Angleterre, mais il y a aussi plein d'autres pays dans le monde qui parlent anglais. Donc ça peut être l'Irlande, ça peut être l'Inde, voilà. Donc c'est vrai que c'est vraiment une porte ouverte sur le monde. Est-ce que vous pensez que c'est en train de changer, que les nouvelles générations se mettent plus facilement aux langues étrangères ? Alors tout à fait, il y a une vraie prise de conscience collective là-dessus. Je pense que nous, on parle beaucoup à beaucoup de parents qui disent « moi je parle pas anglais, mais j'ai envie de donner cette chance ou pas très bien, et j'ai envie de donner cette chance à mes enfants ». Donc il y a une vraie prise de conscience et ça c'est super. En fait le message c'est aussi dire, lors de nos ateliers, c'est vous n'êtes pas bilingue, c'est pas grave, donnez une chance à vos enfants. Vous pouvez très bien introduire de l'anglais tout en même si vous n'êtes pas vous-même bilingue ou binational. On va parler un peu de votre équipe. De qui se compose votre équipe ? Speak It, donc ça a été créé par 2 personnes, donc moi-même et mon associé qui s'appelle Christine. Oui. Et on s'est très vite entouré d'une spécialiste des langues, de la formation aux langues qui s'appelle Dominique, qui est la responsable pédagogique, qui est la personne qui concrètement met en place les ateliers, que ça soit en termes de contenu et en termes de recrutement d'intervenants, de teachers. Oui. Et ça, c'est l'équipe de base. Et après, on a une équipe de 6 teachers aujourd'hui qui interviennent chez nous et à domicile, qui sont tous anglophones de naissance ou d'éducation, c'est-à-dire qu'ils ont fait une très grande partie de leurs études aux États-Unis ou en Angleterre, dans un pays anglophone. Et en fait, on parie sur des profils qui sont très engageants. Donc, on ne va pas prendre forcément quelqu'un qui a de l'expérience dans l'éducation, mais on va prendre quelqu'un qui est très engageant auprès des enfants. Donc ça va être un musicien, quelqu'un qui fait du théâtre, quelqu'un qui sait faire des marionnettes, ce genre de choses, qui a une propension à interagir avec les enfants qui est très forte. Et à partir de ce potentiel qu'on va dire, c'est comme un diamant brut en fait, oui. On va le former à nos méthodes pédagogique Speak It qui va lui permettre en fait d'ajouter de la richesse pédagogique à ses interventions auprès des enfants. Oui. Alors en visitant votre site internet, j'ai découvert, alors j'espère que c'est toujours d'actualité, que vous proposez de faire un atelier découverte et c'est gratuit. Oui, tout à fait. Oui. Alors on fait régulièrement des ateliers découvertes parce que c'est vrai qu'on veut on veut être sûr que les familles adhèrent complètement au concept avant de s'inscrire. Aude Lanier, avez-vous quelque chose à rajouter ? Écoutez, merci pour le temps que vous m'avez accordé. Avec grand plaisir. J'espère que vos familles, les familles qui vous écoutent, seront convaincues qu'introduire des langues étrangères est une chose primordiale. Je vous remercie. Au revoir, Aude Lanier. Au revoir. Speak It, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, www.speakit.fr. Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, Alexandre Devoguet nous parlera de l'événement Les Jeux de la Fontaine, le Styx, Rivière des Enfers, au château de Vaux-le-Vicomte. Nous découvrirons grâce à Chloé Tournier l'exposition Attention Intelligence, en ce moment au Maïf Social Club. Frédéric Fapani von Lontringen, président international de l'ONG CNRJ, nous dira tout sur le prix mondial de l'humanisme de la jeunesse qui se déroulera en Macédoine. Et je recevrai le duo 21 juin pour nous parler de leur EP. Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération, c'est Eric Couder. Alors chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors en partenariat avec le jeu de plage Baba Playa, à vos agendas. Que faire des mômes ? Découvrez Baba Playa,
la nouvelle activité de plage qui va rendre vos enfants complètement gaga. Avec Baba Playa, pêchez et observez les poissons en toute simplicité. Baba Playa, c'est le tube de l'été. Informations sur www.babaplaya.com. Le château Vaux-le-Vicomte vous propose une aventure exceptionnelle à vivre en famille. Pour nous en parler, Alexandre de Voguet. Bonjour Alexandre de Voguet. Bonjour Eric. Jusqu'au 4 novembre, vous proposez au château de Vaux-le-Vicomte l'événement Les Jeux de la Fontaine, le Styx Rivière des Enfers. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre famille et le château de Vaux-le-Vicomte qui fête cette année son 50e anniversaire d'ouverture au public? Alors, moi je suis Alexandre de Voguet, on est 3 frères ainsi que mes parents à la tête de ce château depuis 1875, c'est notre arrière-grand-père qui a acheté l'endroit donc à la fin du 19e siècle et qui l'a véritablement ressuscité. Il n'était pas en très bon état. C'est en 1967 que mon père se marie et il reçoit en cadeau de mariage, imaginez-vous bien, le château de Vaux-le-Vicomte dont il a fallu qu'il s'occupe et dont il a soudain, du jour au lendemain, eu la responsabilité. Et donc l'année d'après, en 68, il décide d'ouvrir au public parce qu'il avait un besoin criant d'argent pour assurer toute la maintenance, la restauration d'un tel monument. Comment doit-on vous appeler? Est-ce qu'on doit vous appeler par un titre? Non. Non, oui. Ça c'est une époque un petit peu révolue. Oui. Le titre, il se mérite, je crois, plus par les actes que par juste le fait d'avoir un titre sur une carte de visite que aucun des 3 frères d'ailleurs a mis et je crois qu'on est plutôt d'accord tous les 3 là-dessus. C'est quelque chose qui est pour nous a pas d'importance. La noblesse, elle est plutôt de cœur, elle est de la passion que nous avons pour ce lieu. Elle va bien au-delà du titre qui aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec nos vies contemporaines, je pense. Voilà. Mais en tout cas, c'est important d'avoir cette éthique et cette noblesse de cœur que nous essayons effectivement de conserver, bien évidemment. Alors j'ai lu dans la presse que vous avez exercé la profession de guide de haute montagne, c'est ça, hein? Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai, j'ai été guide de montagne pendant 14 ans, basé à Chamonix et puis ayant pas mal voyagé pour emmener donc mes clients sur les belles montagnes de la planète. Voilà. L'Himalaya, j'ai vu également. C'est fabuleux. Oui, j'étais en Inde, j'étais au Pakistan, j'étais au Népal et beaucoup en Amérique du Sud. Donc voilà, c'est vrai que ça a été un métier de passion également. J'ai eu cette grande chance de pouvoir choisir finalement à chaque fois ce que je voulais bien faire. Et puis au bout d'une quinzaine d'années, je me suis dit que le métier devenait dangereux parce que à 40, 45 ans, on n'a plus le même avis sur le risque que quand on a 20 ans. Oui. Que mon père vieillissait, que mon frère travaillait donc seul au château et qu'il était sans doute temps de faire face à ce que j'ai appelé avec beaucoup d'enthousiasme mon devoir familial. Voilà. Et donc il y a 7 ans, j'ai fait face donc au château et je me suis installé donc aux côtés de mon frère pour m'occuper de la communication et du mécénat dont je m'occupe toujours aujourd'hui. Voilà. On a tourné des films également, j'ai vu ça au château, comme Angélique, c'est ça, James Bond également? Oui, James Bond qu'on va mettre en avant lors de notre exposition Vaux-le-Vicomte fait son cinéma au mois de septembre et octobre, Oui. Où ce sera la deuxième année. Donc et cette année on met en avant les films qui ont été tournés en 1968 puisque comme vous le disiez nous célébrons le 50e anniversaire de l'ouverture au public et donc en 68 a été tourné, figurez-vous, un film d'Orson Welles et James Bond, Moonraker a été tourné ici en 68. Donc c'est 2 films dont on va beaucoup parler à l'automne prochain à Vaux-le-Vicomte. On avait beaucoup entendu parler d'un mariage également. Tony Parker et Eva Longoria se sont mariés chez vous. Oui, mais on en parle moins parce qu'ils ont divorcé depuis. Oui. Mais non, mais c'est vrai que ça a fait beaucoup parler. Voilà le genre de mariage effectivement et de fête que nous organisons ici à Vaud à la demande de people ou même de gens plus modestes et ou même ou plus discrets, dirons-nous. Oui. Mais effectivement, c'est quelque chose que l'on organise régulièrement à Vaud. Vous réalisez tout au long de l'année de nombreux événements familiaux. L'événement qui nous intéresse aujourd'hui et qui a débuté depuis le 14 avril dernier et que vous proposez jusqu'au 4 novembre, c'est les Jeux de la Fontaine, le Styx Rivière des Enfers. Parlez-moi alors de cet événement.
Alors effectivement, cette rivière, elle est assez extraordinaire puisqu'elle date du XVIIe siècle. C'est André Le Nôtre, le célèbre paysagiste, qui a travaillé ici il y a 350 ans, avait devant lui la campagne, les bois, des collines et des rivières. Mais il avait une rivière qui coupait transversalement le futur jardin de son commanditaire, Nicolas Fouquet. Et donc, ni une ni deux, il a décidé de dériver cette rivière dans un canal souterrain pour avoir donc son espace libre pour y ordonnancer son jardin. Et donc depuis l'année dernière, c'est donc la première fois que nous ouvrons au public cette rivière souterraine avec notre ambition quand même qui est de certes amuser les familles qui viennent à Vaud, les enfants, mais toujours avec un lien avec l'histoire. Et La Fontaine, Jean de La Fontaine était un grand ami de Nicolas Fouquet, grand défenseur d'ailleurs de Nicolas Fouquet pendant son procès, avait écrit effectivement la rivière du Styx, qui en fait est issue d'un de ses contes, Psyché et Cupidon, les amours de Psyché et Cupidon. Et donc on a décidé de mettre en place une activité guidée par un comédien qui prend un petit groupe de personnes et qui les guide au travers de cette rivière avec des bottes, avec une lampe frontale et un certain nombre d'énigmes pour pouvoir sortir de cette rivière. En tout cas, ça donne envie. On peut le faire en famille, c'est que les enfants ou les parents peuvent participer également? Non, les parents bien entendu peuvent y participer et en général ils s'y amusent tout autant que les enfants. Voilà, donc tout le monde est évidemment les bienvenus à Vaux-le-Vicomte dans cette rivière qui est vraiment magique, qui est vraiment une rivière voûtée en pierre de Creil et où on se balade pendant 3 quarts d'heure, à la lumière des lampes frontales et des bougies qui sont installées effectivement aussi dans la rivière. En tout cas, ça donne envie. Je vais vous parler également pour moi, parce que j'ai vraiment envie de venir découvrir ça, vraiment. Écoutez, vous êtes le bienvenu, Eric. Très bien. Je vous guiderai dans la rivière. C'est jusqu'au 4 novembre. Voilà, exactement. Alexandre de Voguet, avez-vous quelque chose à rajouter? Écoutez, moi j'accueille, en tout cas, nous accueillons. C'est une maison familiale, c'est une maison privée, mais qui ne nous appartient plus, qui appartient aux visiteurs qui viennent visiter et découvrir cet endroit. Et on se fait en tout cas un plaisir de vous accueillir. Enfants, adultes de 7 à 77 ans pour venir découvrir donc un endroit magique qui appartient à l'histoire de France, mais aussi un endroit où on peut s'amuser et où on a toujours un lien avec l'histoire et où on apprend toujours un petit peu quelque chose. Et c'est au travers donc des jeux, des amusements qu'on essaye d'apprendre et qu'on apprend, je pense, le mieux l'histoire de France et l'histoire de ce lieu Vaux-le-Vicomte. Donc en tout cas, bienvenue à tous pour cet été en tout cas qui commence à Vaux-le-Vicomte. Très bien, je vous remercie Alexandre de Voguet, merci beaucoup. Merci Eric, à bientôt. À bientôt. Le Styx, la rivière des enfers, une aventure à vivre en famille au château Vaux-le-Vicomte. Exposition à présent, attention intelligence, une exposition à découvrir en famille au Maïf Social Club à Paris. Avez-vous déjà rencontré une créature artificielle? Avez-vous déjà échangé un regard avec un animal mécanique? Eh bien, lors de cette exposition, vous pourrez rencontrer en famille Spoon ou Spoonie pour les intimes, une créature qui vous fera vivre une expérience aussi bien technologique que philosophique. J'ai rencontré lors de cette exposition Chloé Tournier. Je vous propose d'écouter notre échange. Bonjour Chloé Tournier. Bonjour, que faire des mômes? Vous êtes responsable de la programmation au Maïf Social Club. Et alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une exposition Attention Intelligence. Parlez-moi de cette exposition. Alors, c'est une exposition qui questionne l'intelligence artificielle que nous, on a appelée l'informatique avancée. Pourquoi ? IA comme intelligence artificielle, c'est un vocable, des mots qui peuvent effrayer le grand public, qui on traîne derrière eux un imaginaire un petit peu étrange, assez mythique, assez science-fiction, alors que nous, on a voulu s'inscrire un peu en contre de tout ça et déconstruire. Être dans une exposition qui soit accessible à tous, aux enfants et aux plus grands, mais aussi avec des niveaux d'expertise variés, plusieurs niveaux de lecture. Et on a dit, attention, l'intelligence artificielle, c'est en fait de l'informatique avancée, et c'est ça que veut dire IA, c'est-à-dire quelque chose qui est programmé par l'homme, pour l'homme, qui ouvre un champ des possibles immense, mais qui reste avant tout, à l'origine, un acte humain. Et c'est l'homme qui est évidemment l'être intelligent. Voilà, les machines sont des êtres programmés. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu dire dans toute la programmation. Attention Intelligence, c'est aussi une exposition qui questionne nos addictions
aux nouvelles technologies, nos addictions à Facebook, à Instagram, à Snapchat, nos addictions à notre téléphone, et du coup, qui questionnent notre attention aux machines, et qui questionnent aussi l'attention de la machine à soi. Pourquoi ? Parce que les machines aujourd'hui peuvent nous faire croire, en tout cas, qu'elles sont attentives à nous, qu'elles nous suggèrent des choses, qu'elles nous suggèrent des musiques, qu'elles nous suggèrent des choses à écouter, à découvrir, à voir, des choses à lire. Est-ce que ça, c'est vraiment de l'attention de la machine pour l'homme ? Voilà. Et à contrario, est-ce que moi, je suis attentive là pendant que je vous parle, ou est-ce que je suis pas en même temps en train d'envoyer un texto ? C'est des vraies questions qui se posent aujourd'hui et qui me semblent être des questions qui touchent particulièrement les générations qui arrivent. Et c'est pour ça que c'est vraiment un public qu'on espère pouvoir sensibiliser à travers cette exposition, mais aussi à travers des ateliers. Justement, pourquoi cette exposition peut intéresser toute la famille et les enfants ? Parce que les œuvres sont interactives. Au Maïf Social Club, les œuvres sont là pour être touchées, pour être vécues. On n'est pas dans une démarche muséale traditionnelle où on est en contemplation face à une œuvre artistique un peu inaccessible et sacralisée. On est ici dans quelque chose, une expérience à vivre. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui rend beaucoup de choses accessibles. Pourquoi ? Parce que les enfants, ils s'ennuient en train de regarder quelque chose pendant 10 minutes ou qu'on leur explique. Non, ce qu'ils veulent, c'est tester, jouer avec. Et c'est vraiment ce qu'on propose dans le cadre de cette exposition. Et quel est le programme alors ? Alors, le programme, comme toujours, sur un sujet, l'intelligence artificielle, c'est une exposition, c'est des soirées 3 en 1, des soirées dans le cadre desquelles on allie débat d'idées et performances artistiques autour d'un moment convivial, des ateliers pour enfants, pour adultes, et un summer camp, qui est un camp de vacances pour les ados. Quand je suis arrivé, alors j'ai parlé à un robot. Il s'appelle comment ce robot ? Il s'appelle Spoon, c'est Spoony de son petit nom, c'est comme on veut. Spoony, c'est un robot qui est là et qui est à disposition de tous. C'est un robot apprenant. C'est un robot auquel tout le public du Maïf Social Club, tous les usagers du lieu, vont pouvoir apprendre des choses. C'est un robot avec lequel on échange, avec lequel on discute, et qui est instinctif, c'est-à-dire que c'est un robot qui sourit, c'est un robot qui fait des bisous, c'est un robot assez attachant, ma foi, qui a une petite tête de renard et qui est là pendant 3 mois avec nous. Chloé Tournier, vous avez quelque chose à rajouter ? Non, qu'on vous attend nombreux au Maïf Social Club pour venir vivre avec nous ces instants autour de l'intelligence artificielle. Merci Chloé Tournier. Merci, Que faire des mômes ? Ne manquez pas cette exposition Attention Intelligence jusqu'au 2 août au Maïf Social Club. Festival à présent, les doigts dans la prise, c'est la 2e édition. Ce sera le dimanche 1er juillet à Paris. À présent, c'est la rubrique Invité. Que faire des mômes ? Chaque semaine, je pars à l'encontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, je reçois Frédéric Fapani-Volantringen, président international de l'ONG CNRJ, pour nous parler du prix mondial de l'humanisme de la jeunesse qui se tiendra en janvier prochain en Macédoine. Bonjour Frédéric Fapani-Volantringen. Bonjour Eric Couder. Alors vous êtes président international de l'ONG CNRJ et vous êtes à l'initiative de la création du prix mondial de l'humanisme de la jeunesse. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous rappeler ce que c'est que l'ONG CNRJ ? Alors, l'ONG CNRJ. Alors, l'ONG CNRJ, c'est une association, donc ONG, c'est une association, une organisation non gouvernementale, qui a décidé de s'occuper de la question de la jeunesse dans le monde. Dans quelques minutes, la suite de l'interview de Frédéric Fapani-Volantringen pour en savoir davantage sur le prix mondial de l'humanisme de la jeunesse. Et le duo 21 juin nous présentera leur EP. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération. C'est Eric Couder. Frédéric Fapani-Volantringen, président international de l'ONG CNRJ, nous parle de l'événement international du prix mondial de l'humanisme de la jeunesse qui se tiendra en janvier prochain en Macédoine, où j'aurai le plaisir de me rendre en qualité de jury. Frédéric Fapani-Volantringen est aujourd'hui mon invité d'honneur. Je vous propose d'écouter la suite de notre échange. Pour nos amis auditeurs qui nous écoutent et qui souhaiteraient soutenir l'ONG, de quelle façon peuvent-ils le faire ? Il y en a il y a de multiples façons de nous soutenir. On peut en retenir 3. D'abord, ils vont sur le site cnrj.org et puis ils pourront voir la dimension que l'on a. Simplement, s'informer, se tenir au courant de ce que nous faisons et en parler autour de soi, ça peut déjà tout simplement un investissement, une forme d'aide qui peut nous être donnée. Donc ça, c'est une première forme très pratique. En plus, les gens auront une vision du monde un peu particulière puisque ils verront le monde et les actions au travers des actions que nous menons. Donc ça les changera l'actualité traditionnelle. Voilà. Donc un premier axe d'information qu'ils pourront faire et de relais qu'ils pourront faire. Ça, c'est un extrait que tout le monde peut faire, presque, j'ai envie de dire, qui coûte pas d'argent. Il y a un deuxième axe qui consiste à vouloir rejoindre une de nos équipes. On est dans 23 pays et donc
vous devriez pouvoir trouver une équipe qui vous correspond. Bah là, vous la rejoignez, puis vous verrez en fonction de vos compétences et des fois, c'est des choses simples. Il faut pas croire que on peut pas aider. Enfin, je crois que tout le monde a une compétence et tout le monde peut la mettre au profit. Alors après, il faut trouver l'endroit et comment, mais ça, c'est une deuxième chose pratique. C'est donner son temps et son énergie. Bon, alors quand on fait cette démarche-là, il faut se dire qu'on y va pour un moment. Il faut pas venir pour juste un kiff ou je sais pas quoi. Voilà, il faut pas se déplacer pour rien, quoi. J'ai envie de dire. C'est dommage pour vous quand vous le faites et c'est dommage pour l'œuvre. Donc il faut vraiment y aller en ayant réfléchi à la question. Le troisième, c'est une troisième manière d'aider, c'est par des aides matérielles ou financières. Là, il y a le site sur place, on peut faire des dons en direct, carte bancaire, virement PayPal. Enfin, c'est assez classique, soit directement auprès du siège international, soit après auprès d'une de nos antennes. On vous donnera les informations à partir du site. Voilà, 3 manières d'aider. Très bien. En janvier prochain aura lieu en Macédoine le prix mondial de l'humanisme de la jeunesse. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce prix ? Qu'est-ce que c'est et à qui s'adresse ce prix ? Ah voilà. Alors il existe un prix de l'humanisme international qui est ouvert à tous. Évidemment, ce prix qui se déroule donc à Macédoine, c'est dans les Balkans. C'est pas un prix qui est forcément très connu du grand public, même si ça commence un petit peu. Pourtant, il y a des personnalités imminentes qui l'ont reçu. Et ce qu'on constate dans ce prix, c'est que c'est souvent des gens qui ont, faut le dire clairement, 45 ans, 50 ans et plus qui ont ce prix. Ce prix couronne finalement une carrière qui est déjà avancée. Souvent, quand tu as fait un doctorat, puis tu as fait quelques découvertes ou créations, quand tu es un artiste qui a bien marché, c'est là que tu reçois ces prix humanistes. Et donc on s'était dit, nous, alors pour la petite histoire, on avait été invités, on était membre du jury. Enfin, j'étais membre du jury, voilà. Et quand j'y suis allé, je me suis dit, bon, finalement, un type ou une nana qui a 50 ans, qui a eu tous ses titres, qui a eu tous ses succès, on lui met un prix de l'humanisme. Bon, ça fait encore un truc de plus. Bon, il avait peut-être pas forcément besoin d'être assuré, même si bon, ça fait toujours plaisir dans une carrière d'être honoré à un moment donné. C'est vrai que chaque chose peut-être arrive en son temps. Mais en même temps, je me suis dit, parce que c'est quand même notre question, la question jeunesse, je me suis dit, mais tous ces jeunes qui débutent dans la carrière, 20 ans, 30 ans, qui ont juste leur diplôme, qui démarrent, eux, souvent ils cherchent des relais, ils cherchent des soutiens, ils ont peut-être fait des choses extraordinaires qui mériteraient d'être soutenus, de pas tomber dans l'oubli voilà. Et on s'est dit, et puis j'avais en tête un jeune type que j'avais croisé en Centrafrique à l'époque où en 2013-2014, entre 2013 et 2014, où on intervenait sur des zones d'urgence, en zone de guerre. Et c'est un docteur en médecine, un jeune interne. Il n'a même pas son doctorat, Cédric à l'époque, et donc un jeune médecin centrafricain et qui avait fait en 3 semaines, qui avait fait 20 accouchements sous les balles, sans ONG, sans rien. Il avait fait 20 accouchements. Ce mec-là, c'est bien un humaniste. C'est bien un héros du quotidien, mais ce mec-là, il sera jamais mis en valeur, ni dans les prix internationaux, ni dans... Alors, ce que je me suis dit, en étant là-bas, je me suis dit, des types comme ça, personne va savoir... Alors, en Centrafrique, ils ont besoin de tout, de moyens, et je me suis dit, quand j'étais en Macédoine, à Ohrid, parce que c'est la ville d'Ohrid, une ville qui est d'ailleurs classée au patrimoine de l'UNESCO, donc c'est une ville très importante, je me suis dit, peut-être que ce prix-là pourrait aller à des gens comme ça. Et grâce au réseau Synergie qui est dans 20 pays dans le monde, on peut faire des relevés, on peut trouver qui a fait des choses un peu extraordinaires, on peut faire monter. Et donc tous les gens, vos auditeurs, s'ils connaissent quelqu'un qui est extraordinaire, qui a moins de 35 ans et qui a fait déjà des choses extraordinaires dans sa vie, pas forcément que dans les droits de l'homme, il y a 1001 activités humaines, mais qui veulent le mettre en œuvre, qu'ils envoient ses coordonnées, qu'ils envoient un peu ce qu'il a fait au Synergie, on cherchera un peu qui c'est, et de manière à peut-être le sélectionner pour qu'il fasse partie des gens sélectionnés, puis peut-être la personne aura le prix jeunesse, international. Voilà. Quel est le but de cette catégorie jeunesse ? D'abord de renforcer et de sécuriser quelqu'un sur un parcours pour lui montrer que oui, la communauté internationale reconnaît que c'est assez exceptionnel cette manière de se positionner dans le monde et on veut le soutenir. Ça ça fait toujours plaisir à un homme et une femme qui est un peu extraordinaire au sens simple du terme, qui est en dehors de l'ordinaire. Et ça, tout le monde et tout le monde, que tout le monde puisse reconnaître. Il y a un moment donné quelqu'un qui fait, comme je disais tout à l'heure, des accouchements autant en si peu de temps. Il n'y a pas photo. On comprend que c'est un mec qui sort de l'ordinaire. Donc ça permet de dire, attends, l'humanité t'a repéré, mon petit gars. On veut tirer notre chapeau par rapport à ce que tu as fait. Ça, c'est un. Mais deux aussi, on veut montrer que si l'humanité rassemblée collectivement honore une personne, elle veut en faire aussi un symbole, dire aux autres, vous voyez, ce qu'il fait, c'est bien,
mais toi aussi, tu peux devenir à ton tour un humain extraordinaire et tu peux rejoindre les rangs de cette humanité qui s'engage et qui veut. Voilà, on croit que tout le monde peut être un héros du quotidien. Hein. On n'est pas dans un élitisme farouche. Au contraire, on veut montrer que tout le monde peut devenir un grand homme ou une grande femme, évidemment. Voilà. Quel sera le programme et comment se déroulera cette remise de prix ? Alors d'abord il y a un déroulement qui n'est pas sur les jours même qui se déroule entre le 1er novembre finalement et janvier, donc qui est déjà démarré depuis novembre là, et qui va se dérouler jusqu'à quelques mois en janvier, qui est la sélection des candidats. Et ça c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les gens qui nous font remonter des informations sur des personnes. Donc le jury est en veille, nous pour l'instant nous ramassons les candidatures. Elles remontent de tous les Synergies, donc elles peuvent être adressées directement par les Synergies dans les pays. Les gens des Synergies aussi vont faire dans leur pays, ils connaissent leur pays, donc ils savent s'il y a des figures locales ou qui... Et donc on va faire la synthèse de tout ça, et ça va être rassemblé par le secrétaire général de l'ONG Synergie. Donc une phase de recrutement finalement de nos candidats. Ensuite, première réunion du jury. Alors, pas forcément physiquement, parce que nous sommes éclatés dans les 4 coins du monde, mais il y a une animation qui va être faite et la sélection des candidats va être proposée. Et on va faire un premier vote de sélection des candidats. Donc c'est une deuxième phase de présélection finalement des candidats. Puis le jury proprement dit, à partir de 3 candidats restants, ça va pas être beaucoup, se réunira donc en Macédoine, à Ohrid, pour désigner le vainqueur, alors qui peut être une femme, du prix du jeunesse de l'humanisme. Ça se déroule sur une semaine, là-bas à Ohrid. Alors ça se déroule en janvier, vers entre le 15 et le 20 janvier, qui correspond à peu près à des fêtes orthodoxes qui est là-bas. Donc il y a tout un tas de cérémonies qui ont lieu et de festivités auxquelles nous sommes intégrés dans la ville d'Ohrid. Le maire d'Ohrid nous accueille. Il y a une salle qui est dédiée, qui sert pour le prix de l'humanisme. Évidemment, tout ce que je vous dis a été vu évidemment avec la municipalité d'Ohrid. J'ai rencontré le maire, une salle qui est réservée, une salle d'honneur qui est magnifique. Ohrid, c'est une ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. On est dans un contexte de patrimoine, de transmission, donc on est complètement dans le cadre qu'il fallait pour ce prix. Et donc voilà, sur plusieurs jours, et la remise du prix, évidemment, les membres qui vont être honorés vont être invités pendant la semaine. Évidemment, le jury est invité, l'élu U ou UE va recevoir son prix. Là-bas, sera invité sur place et recevra son prix. Voilà. En tout cas, c'était un beau programme. Frédéric Fapani-Volontringen, avez-vous quelque chose à rajouter ? Juste peut-être que vos auditeurs se mobilisent pour jouer ce prix de la jeunesse, ce prix jeunesse internationale, qui se mobilisent, qu'ils cherchent autour d'eux, qu'ils n'hésitent pas à nous envoyer des candidatures. Faut pas avoir peur de se tromper, il faut envoyer. Il y a pas de fausses ou de mauvaises propositions. On fera notre travail de recherche, d'étayage, de compréhension des candidatures. Donc voilà, ne vous sentez pas ridicule à penser que je sais pas quoi. Envoyer, participer, ça c'est une base démocratique et populaire, ce prix-là, même si après ça passe par un jury émérite de spécialistes jeunesse, mais voilà, tout le monde peut participer, donc que vos auditeurs se mobilisent et nous envoient des candidatures, on les recevra avec plaisir. Voilà, merci Eric. Merci à vous Frédéric Fapani-Volontringen, merci. Le prix mondial de l'humanisme de la jeunesse, pour en savoir davantage, je vous propose de vous rendre sur cnrj.org. Musique à présent, j'ai rencontré il y a quelques jours le duo 21 juin pour leur nouvelle EP. Le duo propose une musique positive, amoureuse et singe les travers et les joies de la vie de couple. Ils ne parlent ni de l'avant ni de l'après, mais du pendant, avec sincérité et tendresse. Je vous propose d'écouter notre rencontre. Bonjour le duo 21 juin. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Alors votre actualité, c'est un EP 5 titres. Avant de parler de l'EP, comment vous êtes rencontrés tous les deux ? Alors on s'est rencontrés donc un 21 juin. C'était une fête de la musique parce que je travaille dans l'événementiel à la base et donc j'organisais une fête de la musique au bord du lac d'Annecy et Julien était le musicien qui venait jouer pour la soirée. Et donc je suis tombée amoureuse du musicien. Et c'est comme ça que s'est formé le duo ? Non, le duo s'est pas formé tout de suite. Le duo amoureux s'est formé tout de suite, mais le duo musical s'est formé 6 ans après. Parce que je ne savais pas, Manon m'a caché pendant 6 ans qu'elle savait chanter. Je crois qu'elle a été un peu piégée, surtout sur un plateau de télé alors. En fait, il m'a dit, parce que donc on a une voiture et pour aller dans ces studios en question, il faut y aller en voiture parce que c'est compliqué. Donc je lui dis, je t'accompagne parce que moi ça m'amuse. Et Julien me dit, mais je te préviens, tu vas faire les chœurs. Je dis, il en est hors de question, je fais pas ça. Et on arrive dans les studios et la maquilleuse sort et dit, donc qui passe au maquillage ? Allez, j'ai 10 minutes, il faut se dépêcher. Julien dit, Manon, vas-y.
Et du coup, moi je me suis retrouvée devant le miroir avec tous les petits trucs qui s'allument là et en train de me faire maquiller. Julien, vous me présentez un petit peu l'EP ? C'est des chansons qui parlent beaucoup du couple et de notre histoire, mais également d'autres sujets un peu plus sérieux, comme sur une chanson qui s'appelle L'Ascenseur, qui est plus une critique de la société et du pouvoir, du rôle du pouvoir dans la société. Mais c'est vrai qu'on essaye d'avoir des textes assez positifs, assez dynamiques et optimistes, et parfois un petit peu naïfs. On s'amuse à se prendre pour des enfants sur une chanson qui s'appelle Le Capitaine. Enfin voilà, on essaye de véhiculer quelque chose de positif et de sympa. Et qui écrit et qui compose ? Alors moi j'ai écrit pas mal de chansons même avant de chanter avec Manon. Et puis quand on a décidé de faire un duo avec Manon, on a retravaillé ces chansons, donc on a tout repris, on a tout reposé et on a retravaillé le texte et la musique, les arrangements. Et puis il y a une chanson aussi qui s'appelle Le Capitaine qu'on a écrite à 4 mains, donc c'est la première chanson qu'on a faite vraiment tous les deux entièrement. Quels sont les thèmes qui vous inspirent maintenant ? Alors il y a un thème récurrent qui est le temps qui passe, mais de manière assez subtile. Et ça c'était un truc que Julien avait aussi en solo. Il a un rapport au temps qui est plein d'angoisse et bon comme beaucoup de gens, mais bon il aime pas trop. On transforme ça en solaire. Et en fait évidemment donc sur cette EP il y a quand même en fait toutes les chansons finalement nous présentent, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs thèmes et donc du coup c'est une manière de nous présenter. On avait envie que ce soit un EP de présentation. Donc il y a effectivement Le Capitaine où il y a notre côté hyper enfantin qui revient, la bouche c'est la séduction, le pot de vache c'est notre histoire, enfin voilà, donc globalement les thèmes c'est évidemment le quotidien d'un duo quoi. Vous pensiez faire de la musique lorsque vous étiez déjà toute petite fille ? C'était quelque chose qui vous trottait dans la tête ? Ben oui, enfin je dis souvent que j'ai eu une carrière passée de choriste pour les Spice Girls dans ma chambre. Julien, si vous deviez choisir une seule chanson de cette EP 6 titres, celle qui vous ressemble le plus, qui ressemble le plus au duo, laquelle ce serait ? On dirait sans hésiter Pot de Vache, parce que c'est vraiment un résumé de notre histoire. C'est un petit peu une chanson qui raconte je t'aime moi non plus, c'est un petit peu le thème et c'est nous dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'on est très amoureux mais 5 minutes après on peut se disputer et s'insulter de tous les noms et puis pleurer et bon, presque pas. On censurera les insultes mais bon bref, en tout cas on est comme ça, on est à 100% dans le positif comme dans les disputes et Pot de Vache ça véhicule bien cette idée-là je trouve. Même dans le clip, on a voulu faire quelque chose de sincère avec des moments de dispute, des moments tendres, etc. Des moments d'amusement aussi, parce qu'on est un peu des gamins et on est un peu foufou, donc on voulait que ça transparaisse aussi dans la chanson et dans le clip. On se retrouve la famille pour Que faire des mômes dans quelques minutes avec Manon et Julien du duo 21 juin. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? De retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération. La famille, si vous souhaitez écouter ou réécouter votre émission en podcast, c'est possible. Pour cela, il suffit de vous rendre sur quefairedesmômes.fr. Manon et Julien du duo 21 juin sont mes invités. Un couple à la vie comme à la scène, à la fois drôle, talentueux. Ce duo ne vous laissera sûrement pas indifférent. Je vous propose d'écouter la suite de notre rencontre. Pot de Vache, c'est le nouveau single en ce moment. Hein. Alors c'est une chanson que j'ai écrite à la base en pensant à Manon. Non, je rigole. La pauvre. Non, en fait la Pot de Vache c'est vraiment la relation un petit peu difficile, un petit peu conflictuelle, mais avec beaucoup d'amour en filigrane. Et c'est vraiment notre histoire et je pense qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent aussi dans cette chanson parce que c'est assez courant dans des relations amoureuses. Bon, à la fois on s'adore et à la fois par moments on se déteste quoi, on peut plus s'encadrer. Surtout nous qui travaillons ensemble, qui faisons de la musique ensemble, etc. Des fois c'est pas facile. C'est une chanson qui parle vraiment du quotidien du couple. On entend beaucoup de chansons qui parlent de l'avant ou des ruptures ou même de l'après. Et Pot de Vache, en tout cas Julien quand il l'a écrite, il voulait vraiment sortir un peu tous les sentiments qu'il avait, de devoir gérer le mauvais et le bon du couple. Parce que c'est vrai que tout le monde se pose des questions sur est-ce que je la quitte, est-ce que je la quitte pas, pourquoi je reste, pourquoi je pars. Donc Pot de Vache c'est un peu ça, c'est aussi le questionnement quotidien quoi. Je voudrais qu'on parle aussi de la bouche, c'est dansant aussi, hein. On peut danser dessus en club. Hein. Ouais, c'est une chanson en effet plus dansante, plus up tempo, un peu plus électro aussi, on a voulu développer le côté électro sur cette chanson. Et c'est une chanson qui me tient à cœur parce que je la chante depuis des années, même avant de connaître Manon. Je l'ai même chantée à l'Olympia cette chanson il y a des années, donc c'est un peu ma chanson porte-bonheur.
Et c'est pour ça je trouve ça super aujourd'hui de la chanter avec Manon sur scène. Et on l'a retravaillé ensemble bien sûr, on l'a réadapté pour tous les deux. Mais c'est une chanson un petit peu magique, c'est ma chanson porte-bonheur on va dire. Julien, quel petit garçon étiez-vous? Vous avez déjà envie tout petit de faire de la scène, de faire du spectacle? Ah oui clairement, moi depuis mes 3-4 ans je chantais devant le feu à la maison etc. J'ai toujours fait ça, j'ai toujours aimé me montrer en spectacle. Aux grandes dames de mes parents qui devaient me canaliser. Même à l'école, j'étais toujours le pitre, l'agitateur, bref. Donc je pense que c'est plus facile pour moi en tout cas de monter sur scène que pour Manon. C'est plus dans ma personnalité on va dire. Qu'est-ce que ça vous apporte la scène? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous chantez vos propres chansons sur scène devant un public? C'est formidable, comme je pense que si on ne connaît pas ça, on peut pas. C'est dur à décrire parce que c'est très intense et c'est beaucoup de bonheur. On a fait un concert il y a pas longtemps aux Zèbres de Belleville. Ouais, c'est vraiment unique. Et il y a un moment, on était très émus, on avait les larmes qui montaient, etc. C'est très émouvant d'écrire une chanson chez soi tout seul et puis après ou tout seul ou avec Manon à deux. Puis après de voir des gens qui les chantent, qui partagent. Il y a vraiment un sentiment d'osmose. Enfin, c'est magique. Ouais. Vous Manon, pour vous c'est arrivé un peu par hasard, la musique, la chanson, être sur scène. Est-ce que vous avez le trac? Qu'est-ce que vous ressentez vous quand vous êtes face au public? Alors avant il y a toute une partie où j'ai envie de mourir qui s'étend de 17h jusqu'à 19h30 et oui j'ai un trac monstrueux, enfin moi Ça va mieux, non ça va pas mieux, mais je pense que ça ira jamais mieux, enfin je prends des cours de chant et tous mes profs me disent ça ne passera jamais, donc il faut s'y habituer. Mais c'est surtout, en fait, ce qui est difficile, c'est les premiers, l'arrivée sur scène, évidemment, parce que tout de suite, c'est le jugement premier, hein, c'est vraiment ça. Et après, voilà, il faut se mettre dedans vite, c'est ça qui est difficile. Et après ça passe, évidemment, parce que... Surtout que la scène, c'est quelque chose qui... Voilà, il y a des enceintes, c'est fort, on chante dans un micro, tout est amplifié, donc on est un peu dans un monde parallèle tout le long du concert. On est dans un jeu vidéo, quoi, pendant le concert. Pour quelle cause vous pourriez vous battre? Nous battre, nous deux, pour plein de causes, quasiment toutes en fait, hein, toutes les causes du quotidien. Et après nous battre vraiment pour l'injustice. Bon, c'est un peu bateau de dire ça, mais on déteste l'injustice, et Manon notamment l'injustice par rapport aux animaux. Faut savoir que dès qu'il y a un animal qui meurt dans un film ou qui est maltraité, etc., Manon pleure. Par contre, les humains qui sont trucidés, ça la concerne moins. Mais du coup, le sentiment d'impuissance et d'injustice, c'est quelque chose qui nous révolte et qui te touche beaucoup. Je suis en train de réfléchir si je prendrais des engagements publics, si un jour on est connu au point de devoir en faire. Je sais pas si j'aurais envie de m'engager, ça implique tellement de choses. Qu'est-ce qui vous rend triste au quotidien? À part la cause animale, j'ai compris, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous rendent triste? En fait, il y a énormément de choses qui me rendent triste. Vraiment, je peux passer dans la rue et voir quelqu'un par terre et tout de suite prendre... Ça, par exemple, c'est un truc qui me frappe, à quel point on devient complètement taré à voir quelqu'un dans la rue et à ne même plus lui accorder un regard. Alors c'est hyper bateau, évidemment, mais... Vraiment, quand on prend du recul là-dessus, ça paraît insensé en fait que des gens dorment dehors encore. Alors évidemment, souvent on me dit oui mais t'invites personne chez toi à dormir. Effectivement, mais c'est fou comme parfois on peut complètement débloquer et perdre conscience de la réalité et de ce qui se passe autour de nous. Donc ça me rend triste évidemment, mais comme beaucoup, après qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas vraiment de solution à mon niveau malheureusement. Qu'est-ce qui vous fait rire, Julien? Qu'est-ce qui vous fait rire vous? Manon, elle me fait bien rire. Moi, tout me fait rire. C'est-à-dire que on essaye de... Ouais, je suis bon public et puis on essaye de mettre du rire dans beaucoup de choses. Dans notre musique, mais pas que, dans la vie de tous les jours, dans les situations sérieuses aussi. Moi, j'utilise le rire pour détendre un peu l'atmosphère. Même quand avant, je travaillais dans un milieu complètement différent et très sérieux. Et même dans ce milieu-là, j'utilisais le rire et l'humour, le second degré pour faire passer les messages, etc. Le jeu de mots, ouais. J'aime beaucoup les jeux de mots, ouais. Oui, c'est vrai, je fais beaucoup de jeux de mots. J'ai une bande d'amis, là, on est spécialistes des jeux de mots à 2 francs. Voilà. Et donc je ne viens plus à ces soirées avec ces amis-là. Est-ce que vous croyez au coup de foudre? Ça a été un coup de foudre entre vous? Alors pour moi, oui. Pour elle, un peu moins, mais... Non, si, je sais pas, tu vas me dire. Oui. On y croit, clairement, on y croit, parce que c'est ce qui nous est arrivé.
ça nous est tombé dessus alors que c'était pas du tout attendu. Moi, j'aurais jamais pensé que j'allais rencontrer une petite jeune fille de la Clusaz, une petite montagnarde, Heidi qui descend de ses montagnes. Vous êtes encore jeune, mais est-ce que vous pensez déjà aux enfants ? C'est un peu le thème de l'émission, hein, que faire des mômes ? Est-ce que vous avez envie d'avoir des mômes, justement ? Moi, j'en ai très envie. Et Manon est un peu plus jeune que moi, donc elle est un peu moins prête, je dirais. Mais moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir des enfants. En tout cas, un déjà. Parce que c'est vrai que c'est pas facile par rapport à nos vies qui sont un peu décousues et désorganisées. Non, mais aujourd'hui, on part à un concert, on revient, etc. Donc gérer un enfant par-dessus, c'est compliqué, mais bon. Après, ça sera jamais le bon moment. On dit toujours oui, plus tard, quand on sera plus posé, etc. Mais bon, la vie passe, le temps passe, et voilà. Et moi, j'ai beaucoup d'amour à donner et j'ai hâte d'avoir un enfant. Quel papa seriez-vous ? Un papa gaga complètement. Un papa artiste aussi. J'ai envie de mettre mes enfants, j'ai envie de les initier à plein de choses. De la musique, au sport, à plein d'activités. Moi, j'ai eu la chance d'en faire beaucoup quand j'étais jeune. Et je remercie vraiment mes parents pour ça. Parce que tout petit, je faisais 1 milliard de trucs. J'étais déjà un peu hyperactif. Mais mes parents m'ont poussé aussi vers ça. J'ai envie de donner beaucoup de moyens à mes enfants pour qu'ils puissent choisir après, plus tard, entre plusieurs activités, plusieurs métiers, etc. Et vous, Manon, quelle maman vous avez envie d'être ? Bah moi, du coup, je vais laisser mon enfant à Julien qui va très bien s'en occuper. Du coup, je sais que tout est bon. Je vais bientôt avoir 30 ans, donc c'est évidemment des questions que je me pose. C'est marrant parce que avant d'avoir cet âge-là, on s'en fout complètement. Et puis après, il y a des... Mais j'ai pas très envie d'y réfléchir. Je pense que je verrai bien. Je sais que je m'en sortirai. Enfin, j'ai pas envie d'avoir des enfants à l'heure actuelle parce que secrètement, j'ai pas très envie de faire des enfants à Paris parce que j'aimerais vraiment... Moi, j'ai grandi en couche-culotte dans l'herbe et avec des poules et des chèvres et des vaches et j'aimerais idéalement pouvoir mettre mon enfant en couche-culotte dans l'herbe. Alors oui, il y a des parcs, chers Parisiens, je sais, on en a déjà beaucoup parlé avec des amis, mais c'est pas pareil, donc on verra. Mais je me fais pas de soucis, je pense que c'est hyper naturel tout ça. Ça se passe bien en général. Est-ce qu'on va vous retrouver sur scène pendant l'été ? Alors pendant l'été, on va être en déplacement pour des interviews, des plateaux radio. Mais les vrais concerts, ce sera à la rentrée. À partir du mois de septembre, on va refaire des concerts à Paris et en province aussi, on va bouger en Normandie, dans le sud, un petit peu partout. On mettra les infos de toute façon sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook, notre site, etc. Mais oui, on a envie de bouger et notamment de se déplacer en province. Tous les deux, on vient de province et on est très bien à Paris, mais on est aussi très très bien en province. Donc on a envie de partir rencontrer un maximum de monde. Ouais. Voir du pays. Cette année, en tout cas, j'espère que le fait de pouvoir aller en province, découvrir les scènes en province, ça va changer des choses dans le sens où, en fait, la musique, c'est surtout du live. Donc là, on a passé 2 ans vraiment à travailler sur l'EP et là, en fait, ça prend un nouveau tournant parce que du coup, on travaille la scène. Chaque fois, il y a des choses qui changent. La formation, elle bouge. On a des nouvelles chansons qu'on va commencer à mettre en place. Donc, les projets, c'est la scène. 21 juin, c'est le nom de votre groupe. Que représente ce jour, le 21 juin pour vous ? Nous, c'est un jour magique, c'est clair, parce que c'est le jour où on s'est rencontrés. Donc c'est pour ça aussi qu'on a pris ce nom 21 juin le duo, parce que ça parlait de notre histoire, notre rencontre, mais c'est aussi beaucoup plus large. C'est le jour de l'été, c'est le début de l'été, c'est le jour le plus long de l'année, c'est synonyme de vacances proches, etc. Donc c'est quelque chose de positif, de solaire, d'optimiste, etc. Et on trouvait que ça allait bien avec notre personnalité et ce qu'on voulait véhiculer dans notre musique. Donc 21 juin, c'est clairement un jour magique pour nous. Merci en tout cas le duo 21 juin, on va se quitter en musique. Et puis merci Manon, merci Julien, merci. Merci à vous. Peau de vache ou vieille peau, je t'avais donné ta chance, t'en as usé à outrance. À toi qui avais la peau douce, le propos délicat, tu posais délicieusement sur moi. Mon dévolu en prenant la pause, toujours moi qui propose, toi qui offres les roses. Possible amour à chaque jour suffit sa peine. Posons mon amour, les vrais contours du problème. Je t'aime. Je t'avais donné ta chance, t'en as usé à outrance. Pour le vin.
maintenant faire peau neuve, peaufiner nos discours, affronter cette douloureuse épreuve. Nous avons perdu le tempo, et c'est à fleur de peau que je tiens ce propos. Je t'indispose quand je t'impose de changer. Changer. Prenons la pause que je dépose un dernier baiser. Peau de vache ou vieille peau, je t'avais donné ta chance, t'en as usé à outrance. 21 juin, le duo, un EP à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités, Aude Lanier de Speakid, Alexandre Devoguet du château Vaux-le-Vicomte, Chloé Tournier pour l'exposition Attention Intelligence au Maïf Social Club, Frédéric Fapani Volantringen, président international de l'ONG CNRJ et le duo 21 juin. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission, mais plus particulièrement cette semaine, puisque notre petite princesse fête ses 3 ans. Joyeux anniversaire Erika, un gros bisou. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Si vous découvrez notre programme pour la première fois et que vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant un petit mot sur le blog de l'émission www.quefairedesmoms.fr, en likant notre page Facebook et en nous suivant sur Twitter et Instagram. Eh bien la famille Que faire des mômes pour aujourd'hui c'est terminé. Bye bye.